Conakry, 13 mars 2018, au sommaire, environ 180 millions de personnes n'ont pas accès à une eau potable de qualité. Constat des délégués venus de 13 pays du continent à la faveur de la 5e revue annuelle au assainissement. Une tentative de fraude à l'exportation déjouée par les services de douane à Kourémalé. Plus de 17 000 litres de carburant a été camouflé dans des minibus. Et puis, ministre de la Santé de 1981 à 1980. Sécurité des citoyens pour les prochains jours. Nous n'avons pas le droit de nous empêcher les uns des autres de jouir de notre liberté. Et c'est là, l'État doit en être le garant de la liberté des citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui devient un peu plus préoccupant aujourd'hui, c'est les allures que prennent ces remous. Les grèves, le monde en connaît tous les jours et dans tout le monde. Mais la violence telle qu'elle se voit, elle se vit ces derniers jours dans certains de nos quartiers, cela outrepasse l'entendement du Guinéen que nous sommes. Mais la situation qui prévaut aujourd'hui sur le terrain nous amène à envisager de nouvelles dispositions. Car tant que les marches sont des marches normales, tant que les marches sont des marches réglementées, tant que les regroupements de citoyens sur la voie publique sont autorisés et réglementés, rien à faire, l'autorité se charge de l'encadrement. Mais quand on sort sur la voie, quand on le veut et comme on l'entend, sans la moindre autorisation de la moindre autorité, cela commence par celle de monsieur le maire, sans que un préfet, un gouverneur ne soit jamais consulté pour la tenue d'une marche. Alors, Guinéennes et Guinéens, admettons que des pas sont franchis de ce côté-là par rapport à la loi. Or, la loi, je crois qu'elle mérite le respect de chacun de nous, parce qu'elle n'est faite contre personne. Bien au contraire, elle est faite pour le bien général. Garant de la quiétude sociale sur l'ensemble du territoire national, le ministre de l'administration du territoire renouvelle son appel au calme et à la préservation de la paix. Nous avons de l'espoir que les négociations en cours par rapport à ce dossier brûlant vont bientôt aboutir. Et comme l'a dit le président de la République, les jeunes filles et les jeunes gens guinéens vont reprendre le chemin de l'école. Pour la journée du mercredi, de nouvelles mesures sécuritaires sont envisagées pour faciliter la mobilité des personnes et leurs biens à Conakry et à l'intérieur du pays. Dans le même registre, le calme et la sérénité reviennent dans la capitale, dans les rues. Les citoyens livrent des messages de paix et de cohésion sociale en vue de pérenniser les acquis du développement. Des propos recueillis par Moussa Mikini et Saïdouman Diallo. À Conakry, entre réclamations syndicales et pression politique, difficile de cerner l'identité réelle des auteurs des perturbations sur la voie publique. Dans les quartiers habituellement paisibles, les citoyens tirent la sonnette d'alarme. Les syndicalistes, ils doivent penser à l'avenir de la jeunesse, les enfants. Les élèves doivent étudier dans le pays, sinon le pays là, ça ne marche pas. Et on vit dans la paix pour toujours. Vive la Guinée. Préoccupées par la dimension prise par les violences de rue, les femmes appellent à la raison pour préserver la stabilité du pays. Les actes de vandalisme retardent le progrès. Nous sommes condamnés de vivre ensemble. Nous sommes de même père et de même mère. Il ne faut pas que les élections nous divisent. Aujourd'hui, on peut perdre et demain, on peut gagner. En tant que femme, j'allume le feu pour préparer à manger, mais ce n'est pas pour faire la guerre. Donc vraiment, les Guinéens n'ont qu'à comprendre. On va tomber, on va se donner la paix pour pouvoir
développer notre pays. Les syndicalistes d'abord c'est des Guinéens, donc ils n'ont qu'à voir comment le problème là va prendre fin. Les hommes politiques, ils n'ont qu'à savoir que la Guinée c'est notre patrie. La Guinée c'est pour tout le monde. Contrairement à la journée d'hier lundi, Kaloum a gardé son calme ce mardi. La vie a repris son cours normal, mais des barricades ont été signalées sur la route Le Prince et la bretelle de Lambagny. Et puis, je vous le disais tantôt, la Guinée s'achemine vers la fin de la crise qui a secoué le secteur de l'éducation sous les auspices du médiateur de la République. Syndicalistes et gouvernement sont depuis 20 heures au Palais du Peuple à Conakry. Des précisions au téléphone avec notre envoyé spécial Alia Kamara. Est-ce que Alia Kamara est en ligne? Je vous le disais tantôt, la Guinée s'achemine vers la fin de la crise qui a secoué le secteur de l'éducation sous les auspices du médiateur de la République, Elhadji Mohamed Saïd Fofana. Syndicalistes et gouvernements sont depuis donc 20 heures au Palais du Peuple. Des précisions au téléphone avec Alia Kamara. Alors donc, on a quelques difficultés d'ordre technique. Nous allons donc poursuivre cette édition d'information. L'accès à l'eau et vivre dans un espace sain est une priorité pour 13 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les délégués de ces différents pays sont en conclave ici à Conakry et les questions de vulgariser davantage les bonnes pratiques et projets innovants dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Selon les statistiques, environ 180 millions de personnes n'ont pas accès à une eau de qualité. Les précisions dans ce reportage de Mamadou Alpha-Bali. Selon des chiffres fournis par l'OMS, plus de 180 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 122 millions pratiquent encore la défécation à l'air libre dans ces deux régions. La rencontre de Conakry se veut un espace d'échange et de partage de bonnes pratiques, mais aussi de remobilisation des États et partenaires pour changer la donne. Le lieu de rappeler ici que l'accès à l'eau et à l'assainissement de base est un droit fondamental pour toutes et tous. Le manque d'accès à l'eau potable, aux pratiques d'hygiène adéquates et à l'assainissement constitue un risque non seulement pour la santé et le développement des enfants, mais aussi une entrave au développement potentiel des pays en voie de développement. Regardant les graphiques et tout ce qui a été fait de 2016 à 2017, pratiquement les communautés rurales qui ont été dotées de latrines, la quantité a doublé. On est passé de 1444 à 1871. Ça, c'est un progrès notable qu'il faut démultiplier pour que ça devienne une véritable culture de consommer de l'eau potable, non l'eau des rivières, et d'utiliser des latrines convenables pour éviter la propagation de certains microbes, des virus et tout ce qui peut s'en suivre. En Guinée, le programme a permis à 1 million de personnes d'avoir accès à une eau de qualité et 3 millions aux techniques d'assainissement de base. À travers l'OMS, les bailleurs hollandais s'engagent à accompagner la Guinée jusqu'en 2019. De 2013 à 2019, nos investissements s'élèvent à plus de 100 millions d'euros dans le programme. En Guinée, le programme a contribué à améliorer l'accès de l'eau et de l'assainissement à plus de 600 000 personnes dans 59 communautés, équivalent à 20% environ des communautés de Guinée. Les travaux vont durer 5 jours. Les 13 pays participants espèrent ainsi insuffler un nouvel élan dans le combat pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Et puis c'est parti pour les travaux d'aménagement du domaine destiné à la mutuelle des douanes. Le site se trouve dans la préfecture de Dubrika. Le projet est confié à une entreprise locale après la signature d'un protocole du marché. Voici le reportage de Alia Kamara. Un vaste domaine de 50 hectares à Kindiadi pour réaliser la cité douane. Depuis l'octroi du terrain il y a plusieurs années, la direction de cette régie financière a récupéré tous les documents, mais le domaine est resté vacant et la nature a horreur du vide. Des riverains, avec la complicité de quelques autorités locales, ont commencé aussitôt à s'y installer.
Face à la situation, la douane guinéenne décide de viabiliser l'espace en commençant d'abord par son aménagement. Le projet est confié à une entreprise locale pour une durée de 3 mois. Le contrat que nous avons eu aujourd'hui à partir de la mutuelle de douane, qui consiste en l'aménagement du site du domaine de la mutuelle de douane, sera fait à bon escient, en fonction des articles et des articles de la convention qui nous lient. Nous allons exécuter ce contrat dans le délai qui a été limité. À Conakry, le conseil d'administration s'est réuni en urgence pour signer le contrat d'octroi du marché afin d'accélérer les travaux. Tous les documents sont là, plan de masse, titre foncier, mais aussi le plan d'aménagement. Je suis très heureux ce soir de signer le contrat d'aménagement du domaine de la mutuelle de douane sise à la préfecture de Dubreka de 50 hectares, dont la mutuelle veut construire une cité de logements sociaux pour les douaniers en activité et ceux à la retraite. Et c'est un projet qui est très important et nous demandons à ce que toutes les autorités nous accompagnent dans ce projet-là. Aujourd'hui, une menace plane sur le domaine avec la poussée démographique dans cette zone de Dubreka et le conseil d'administration de la douane veut anticiper cette réalité. Dans l'actualité encore, une tentative de fraude à l'exportation déjouée par les services de douane. Ces agents ont mis main sur plus de 17 000 litres de carburant camouflés dans 5 minibus. Cette opération a réussi grâce à la vigilance de la brigade de surveillance des douanes de Kouré-Malé à la frontière entre la Guinée et le Mali. Le point avec Mamadi Ternakamisoko. La lutte contre la fraude à l'exportation, une des missions délicates que mène au quotidien la douane nationale le long des frontières guinéennes. La vigilance de la brigade de surveillance des douanes à la frontière guinéo-malienne à Kouré-Malé a permis la saisie de 871 bidons de carburant, soit 17 420 litres d'essence et de gasoil. Ces produits pétroliers étaient camouflés dans 5 minibus en direction des pays voisins. Ce sont des marchandises qui sont souvent l'objet de trafic international et de commerce, si vous voulez, clandestin, préjudiciable aux intérêts de trésor public. Ce sont des marchandises que je peux citer. Il y a les cigarettes et des tabacs fabriqués. Il y a des produits pétroliers. Vous avez aussi des pierres précieuses. Il y a aussi si vous voulez, il y a une liste pour ça. Donc à cette idée ou à l'idée de l'arrêter, la douane de Kouré-Malé a travaillé en parfaite collaboration avec l'ensemble des services de sécurité et de défense de Kouré-Malé pour le bien de la population et pour l'application stricte de la politique du gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour satisfaire la population. Cette raison fait que même nos concitoyens mal intentionnés ne cessent d'exporter ces produits très sensibles. Raison pour laquelle nous pouvons féliciter nos cadres à la frontière et de les encourager toujours à continuer. Acheminés de Sigiring à l'entrepôt principal de la douane au port autonome de Conakry, ces minibus sont présentés à la presse. Pour le responsable de la communication et des relations publiques des soldats de l'économie, cet acte illicite nuit aux efforts du gouvernement et encourage la survenue des crises dans le secteur pétrolier. Sur le marché mondial aujourd'hui, le prix du baril est monté jusqu'à $70. Dans les conditions normales, avec la flexibilité des prix, et cela reviendrait normalement à 9 800 francs guinéens le prix à la pompe. Mais l'État, compte tenu du pouvoir d'achat du Guinéen, consent un grand sacrifice en subventionnant le prix du carburant à hauteur de 1800. C'est-à-dire que les 1800 là représentent la part que l'État consent, mais c'est consenti à travers ce qu'on appelle la TSPP, la taxe spéciale sur les produits pétroliers. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le carburant est toujours resté, le prix est toujours resté stable à 8000 francs guinéens. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme l'a dit mon prédécesseur, on a des citoyens malhonnêtes, des citoyens indélicats, je peux même dire des ennemis aujourd'hui de la Guinée, qui acceptent de prendre ce carburant-là
pour l'amener à l'exportation. Donc non seulement ça va créer la rareté sur le marché guinéen, mais aussi ça peut créer autre chose, ça crée une crise. En attendant, la douane nationale est en train de remonter la piste de ce trafic frauduleux. Déjà, les 5 conducteurs des minibus sont aux arrêts à Sigiri pour des fins d'enquête. L'autre image de l'actualité nationale, l'autonomisation de la femme en milieu rural. Près de 6000 femmes sont intégrées dans ce programme. Elles ont été formées en activité créatrice de revenus par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Voici le reportage de Moussa Koumara et Maurice Sidibi. Le projet d'autonomisation des femmes en milieu rural et périurbain engagé par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel a atteint sa vitesse de croisière. À ce jour, près de 6000 femmes sont formées aux activités génératrices de revenus à travers tout le pays. Ici à Kinia, la capitale des agrumes, 150 femmes de la MIFA se familiarisent avec les techniques culturelles améliorées en maraîchage. On les a formées sur l'installation de pépinières maraîchères, ainsi que sur les techniques de compostage. On les a formées aussi sur la rotation de culture. Une semaine a suffi pour ces femmes pour maîtriser toutes les techniques liées au maraîchage. Aujourd'hui, elles peuvent produire des légumes en fonction des semences et de l'utilité du sol. Pour les initiateurs, améliorer les conditions de vie de la population, c'est améliorer le statut de la femme rurale. La précarité affecte beaucoup plus les femmes parce que c'est parmi elles que le taux d'analphabétisme est le plus élevé. La marginalisation dont ces femmes souffrent du fait de nos traditions, leur accès limité aux ressources limite leur possibilité d'épanouissement. L'heure n'est plus aux politiques, l'heure est à l'élaboration des programmes fiables permettant aux femmes de produire, de générer des revenus et d'améliorer du coup leurs conditions d'existence. À l'image de ces femmes de Kinia, plusieurs autres de la mutuelle financière des femmes africaines d'autres préfectures du pays, comme Forikaria, Dubreka, Labé, Mamou, Boké, Farana, Kisuduku et Masinta, sont également formées dans différentes activités génératrices de revenus. Certaines parmi elles sont devenues des formatrices par excellence. Nous avons celui qu'on appelle Germe 1 qui va permettre de donner à ces femmes tous les outils nécessaires pour gérer efficacement leur activité génératrice de revenus. Ces modules vont leur permettre, par exemple, de mieux vendre, de faire attention au crédit, de faire attention à la pression familiale. Dans les années à venir, avec le soutien du gouvernement et des partenaires, les femmes rurales pourraient connaître un lendemain meilleur. Et puis à Sigiri, le nouveau bâtiment du centre d'autonomisation des femmes sera bientôt opérationnel à marge des activités de la fête des femmes. Une délégation gouvernementale a visité ce centre avant de s'entretenir avec les femmes de Sigiri. Ousmane Toumadi Kamara fait le point. Le centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Sigiri est l'un des fruits de la récente fête tournante de l'indépendance dans la région de Kankan. Inauguré en janvier dernier par le chef de l'État, ce centre vient combler un grand vide dans la promotion des activités des femmes. Ce CAF offre plusieurs filières de formation aux filles et femmes de la cité aurifère. Le président a construit ces CAF pour aider les femmes à soutenir les familles, à satisfaire leurs besoins quotidiens. Je lance un appel solennel au président de la République, aux personnes de bonne volonté, pour l'équipement de ce centre et pour nous aider à avoir une route. Je lance un appel aux femmes de Sigiri aussi. Ce centre-là est fait pour toutes les femmes de Sigiri. Nous avons beaucoup de filières ici, 3 à 4 filières comme ça. Au lendemain de la fête internationale des femmes, une délégation du ministère de l'Action sociale et la ministre des Travaux publics se sont retrouvées avec l'ensemble des associations de femmes et les autorités locales de Sigiri. Au-delà des prières, les échanges ont porté sur le démarrage effectif des activités dans ce centre. Le centre est bien fait, mais elle est enclavée, complètement enclavée. Et nous sommes toujours sur la dynamique du professeur Alpha Condé. Je crois que l'accès de ce centre, à partir d'aujourd'hui, rentre dans les priorités de mon département. Des séances de sensibilisation sont prévues pour amener les parents à offrir une seconde chance à leurs filles déscolarisées.
Les activités minières ont beaucoup pesé sur le taux de scolarisation et le maintien de la fille à l'école à Sigiri. Dans l'actualité encore, 50 fusiliers commandos viennent de bénéficier de leurs attestations. C'est à la suite d'une formation de 2 semaines sur la protection des installations aéronautiques. La cérémonie de remise a eu lieu à l'école de l'armée de l'air. Le reportage du lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Après 2 semaines de formation intense sur la technique de protection du matériel de l'armée de l'air, ces 50 fusiliers commandos reçoivent leur attestation de réussite. Désormais, ils auront pour tâche d'assurer la défense du personnel et des installations aéronautiques. À vous les fusiliers commandos, les connaissances acquises sont nombreuses, mais la pratique est un mot d'ordre. La tâche qui vous attend est très immense, mais avec sa réalisation ne sera possible qu'avec la discipline, la cohésion, le professionnalisme et l'amour du métier du commando. Fruit de la coopération militaire franco-guinéenne, ce transfert de compétences vient renforcer la capacité opérationnelle de ces soldats. Nous achevons aujourd'hui 15 jours de formation dédiés à la protection et défense des bases aériennes. J'espère que nous avons répondu à vos attentes et que vous, les stagiaires, avez pris plaisir à apprendre ou réapprendre pour certains de nouvelles techniques. L'état-major de l'armée de l'air exprime sa gratitude et sa reconnaissance envers le commandant en chef des forces armées, professeur Alpha Condé, pour son soutien inconditionnel à la formation du personnel de l'armée de l'air. La formation du personnel militaire a connu une courbe ascendante dans ces derniers temps. C'est là grâce à la réforme du secteur de sécurité déclenchée par les autorités de la Troisième République. Taïbatou, terre de l'islam, terre de conquête. Ce village de Dinguiraye est l'une des terres martyrs de l'âge mortal dans le processus d'islamisation de la région. Ce village, qui garde encore certains symboles du passé, vient de bénéficier d'une nouvelle mosquée. Habib Thiam retrace l'historique de ce village martyr. À Taïbatou, nous voici au cœur de l'ancien régime animiste de Boukari Tamba et Yimba Sako dans la vieille bourgade de Dinguiraye. Partis de la ville sainte, El Haj Oumar Tall et ses compagnons ont mis toutes leurs forces pour islamiser cette zone. Pour y arriver, il leur a fallu anéantir l'effet de cette pierre, alors guide suprême des animistes. Siècle après siècle, le projet islamique d'El Haj Oumar Tall résonne encore. Entamée la veille, cette grande prière est organisée sur la palissade omarienne, palissade où s'est joué le destin de la région. Cette nuit d'invocation au Ziara débouche chaque année sur la visite des sites historiques de Taïbatou. Entre autres souvenirs, les fronts de la résistance et des sofas disparus, la source d'eau mythique de Cheikh Oumar Tall ou encore le mausolée de son secrétaire général. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de représenter la famille Thiam de Tafsir Aliou ici à Dabatou aujourd'hui pour assister à l'inauguration de la mosquée de Dabatou et pour la ziara de Dinguiraye. Dabatou s'appelait avant Tamba. Après la conquête, El Haj Oumar a donné le nom Taïbatou comme Madinatul Munawwara. Dinguiraye est l'icône en Guinée, mais Taïbatou est l'icône de Dinguiraye par rapport à tout ce que El Haj Oumar a eu à travailler pour l'islam et avec l'islam. Un site à préserver, d'abord touristique, en plus islamique et en plus grenier pour l'agriculture et l'élevage. Nombreux sont les compagnons d'El Haj Oumar Tall qui ont perdu leur vie dans la bataille pour l'islamisation de la contrée et la consolidation de la ville sainte de Dinguiraye. Reconstruite par ce descendant de familles alliées, cette mosquée en est un symbole de fidélité au pacte scellé. El Haj Amadou Chérifli, dans le souci d'entretenir et de préserver le patrimoine historique et religieux légué par El Haj Oumar Foutiyou Tall et de la ville sainte de Dinguiraye, a entrepris la reconstruction de cette mosquée. Cet effort que nous saluons aujourd'hui à travers cette inauguration a été concrétisé grâce à la volonté de Dieu et aux bénédictions de tous les sages et érudits de Taïbatou et Dinguiraye.
Fier de son passé, Daïbatou doit désormais s'engager dans une nouvelle conquête, celle de son développement. Ici, tout est défi. Ministre de la Santé de 1981 à 1985 et commandeur de l'Ordre national du mérite, Dr Mamadou Kababa est témoin des différentes péripéties de l'histoire contemporaine de la Guinée. Cette bibliothèque vivante lègue à la postérité ses mémoires dans l'ouvrage intitulé Les Entretiens de Dinguiraye. Notre reporter Fodé Camara a parcouru les grands chapitres de cet ouvrage autobiographique. Reportage. Dans la ferveur de Conakry, capitale mondiale du livre, la famille des écrivains guinéens s'agrandit. Dans cette classe très prisée, à 91 ans, Mamadou Kababa fait sa grande rentrée. Il immortalise ses mémoires dans les Entretiens de Dinguiraye, un ouvrage de 123 pages qui passe en revue l'enfance de ce patriarche, témoin des premiers pas de la République de Guinée. Les gens ne connaissent rien actuellement. Les gens ne savent pas l'histoire. Qui ils sont, d'où ils viennent. Chacun, personne ne se connaît. Quand tu dis Kaba, c'est pas Malinké, c'est Sarankoulé, c'est des Marca. Quand tu dis Touré, c'est pas Soussou. Touré, il y a trois. Touré de couleur, Touré du Jafounou, Touré le Gao. C'est Gao, c'est là où il y a le vrai Touré. C'est Mohamed Touré, le grand conquérant de Songoï, il est Touré. Donc il y a des Touré de couleur, des Touré Sarakoli, des Touré Songoï. Il n'y a pas de Touré Soussou ni Malinké. Et puis en plus, les Français n'ont pas écrit toute l'histoire. Ils ont falsifié l'histoire. Sinon, la Guinée a été colonie française en 1898. Et ça s'appelle les rivières du Sud. Donc il y avait le Rio Nunez, le Rio Pongo, ça c'est des noms portugais. Ce n'est pas les vrais noms des fleuves. Rio Nunez, Rio Pongo, c'est des mots portugais. Ce n'est pas les noms des fleuves, ce n'est pas des noms africains, et ainsi de suite. L'autre chapitre de ce livre est consacré à la cité de Dinguiraye et à la vie d'El Hadj Oumar Tall. Un devoir de mémoire dont l'objectif est de renforcer le sentiment d'héritage commun pour une Guinée unie et indivisible. C'est Ampateba qui l'a dit, cette célèbre phrase. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette bibliothèque est sauvée aujourd'hui. Même s'il y a des choses à rajouter dans ce document à compléter, mais c'est un excellent travail qui est fait pour le pays et pour la nation. Il rappelle l'histoire de la Guinée, il parle vraiment de l'histoire de notre nation et l'objectif final, c'est d'unir les Guinéens pour mettre les Guinéens au travail. J'ai été très heureuse aussi parce que, vous voyez, comme je vous ai dit, Dr Ba a formé pratiquement tous les médecins de la République de Guinée. Il a créé l'école nationale, a contribué à créer la faculté de médecine. Avant la faculté de médecine, il a créé l'école des sages-femmes. Et à l'école des sages-femmes de la Guinée à l'époque, en 1960, les Maliens comme les Mauritaniens venaient se fermer ici. Donc l'école était internationale à un moment donné, avant que ces pays ne créent leur propre école. Il a formé des médecins qui ont servi dans ce continent africain, comme l'Angola, comme le Mozambique, comme la Mauritanie, la Guinée et Bissau. Les Guinéens allaient, à un moment donné, en Mauritanie, tout le système sanitaire de la Mauritanie était tenu par des cadres guinéens envoyés dans le cadre de l'échange culturel. La partie la plus volumineuse est relative aux souvenirs de la période coloniale à nos jours. Une grande fenêtre ouverte sous les travaux forcés et la Seconde Guerre mondiale, dont les soubresauts ont marqué l'un des derniers pensionnaires vivants de l'école africaine de la médecine de Dakar. Histoire à comprendre pour construire le futur, effectivement, parce que quand on ne connaît pas d'où on est venu, on ne connaît pas où on se situe, il est très difficile de se projeter. Donc encore une fois, c'est un livre de référence. J'inviterai donc la jeunesse guinéenne, tous ces enfants qui sont nés après l'indépendance, justement de le parcourir un peu pour comprendre d'où nous sommes venus et où nous allons. Maire, député et ministre de la Santé de la Première République, Mamadou Kababa est une référence pour l'élite du pays. Selon les différents témoignages, l'auteur des Entretiens de Dinguiraye a toujours mis la patrie au-dessus de l'ethnie.
Le CROSCOM, le salon professionnel des médias et de la communication, débute demain à Conakry. Les stands sont déjà installés et les invités des pays de la sous-région ont rallié Conakry. Tierno Ousmane Diallo revient sur les enjeux de cette rencontre. C'est dans cet hôtel, à la rentrée de la presqu'île de Kaloum, que se tiendra à partir de demain la première édition du CROSCOM, le salon professionnel des médias et de la communication. Un rendez-vous majeur des journalistes et communicants pour discuter des défis de leurs professions respectives. Venu d'Abidjan, le directeur général du Conseil supérieur de la publicité de Côte d'Ivoire va partager à cette occasion l'expérience de son pays dans le secteur qu'il dirige. Ça va nous permettre de savoir un peu comment les choses se passent côté de la régulation en Guinée également, et d'autres pays profiter de cette occasion que l'équipe nous tend pour essayer de voir mon homologue guinéen, pour voir comment les choses se passent en matière. Parce que quand même en Côte d'Ivoire, on a beaucoup évolué. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de penser, j'en parlais tout à l'heure avec M. Teki, nous sommes en train de penser même à mettre un projet de loi de la communication publicitaire sur pied et tout ça. Il y a pas mal de choses qui évoluent. Ce serait bien quand même qu'on ait un partage d'expérience. Cette première édition du CROSCOM va mettre un accent sur l'enjeu du digital dans le monde de la communication. Les conférences qui seront animées par différents spécialistes vont permettre aux acteurs concernés de mieux tirer profit des nouveaux outils de communication. Aujourd'hui, il y a une chance extraordinaire en Afrique, pour nous, en fait, communicateurs, parce qu'il y a un support aujourd'hui qui est vraiment en pleine expansion, qui est le digital. Aujourd'hui, on ne peut pas développer une grande communication sans aborder la question du digital. Et malheureusement, encore dans nos pays, ce n'est pas le cas. On est toujours un peu dans la communication un peu classique, les supports classiques. Et je pense que ce forum sera aussi l'occasion de poser un peu sur le Rendez-vous du donner et du recevoir, le premier salon professionnel des médias et de la communication va contribuer à ouvrir la voie à une presse plus professionnelle et à des agences de communication mieux outillées à travers les différentes thématiques qui seront abordées. C'est un événement très important parce que ce ne sera pas tout le temps qu'on pourra croiser ces hommes d'une telle expérience. Donc s'ils se déplacent pour venir en Guinée participer au CROSCOM, je pense qu'il serait important que les médias guinéens profitent pleinement de l'expérience de M. Dosso et de M. Tekri, notamment des autres conférenciers aussi guinéens. C'est une aubaine pour toute la presse nationale, pour les agences de communication et les annonceurs. L'événement va durer 48 heures et est ouvert aux autres couches socio-professionnelles désireuses de découvrir par exemple les offres dans les médias et entreprises qui vont occuper ces stands. Et puis un incendie s'est produit ce mardi dans un atelier de menuiserie à Kapororaï dans la commune de Ratoba. L'atelier et son contenu sont partis en fumée. Les riverains n'ont pas réussi à maîtriser le feu. On ne connaît pas encore les raisons pour l'instant. Écoutons un extrait du propriétaire de cet atelier. Il est au micro de Lancé Kamisoko. Je viens maintenant, je trouve que le feu est déjà pris l'atelier. Mais le courant est quitté par là. Je ne sais pas comment le courant a pris le feu l'atelier. Mais j'ai tous mes matériels ici. Au moins, j'ai stock des portes pour la saison pluvieuse qui doit venir. On peut avoir des temps. J'ai des bibliothèques, j'ai des armoires, des outils de travail, de la machine, des poinçages, coupures, tous mes matériels. Au moins, il y a 5 personnes qui dorment ici. Leur matériel bas, leurs habits bas, leurs jetons bas, tout est parti au fumier. Et puis, je vous le disais en début de cette édition, la Guinée s'achemine vers la fin de la crise qui a secoué le secteur de l'éducation. Sous les auspices du médiateur de la République, Elhadji Mohamed Saïd Fofana, syndicalistes et gouvernement sont depuis 20 heures au Palais du Peuple à Conakry. Des précisions au téléphone avec notre envoyé spécial Alia Kamara. Tout d'abord, M. Rami, que c'est le médiateur de la République qui a reçu tout le monde, puisque c'est lui qui est le premier à rallier le Palais du Peuple ce soir. Puis la partie État est arrivée quelques minutes après une délégation syndicale, peut-être les mêmes qui ont pris part aux précédents travaux avec d'autres personnes. Et les bruits que vous entendez en fond sonore là, si vous entendez vraiment, ce sont des représentants syndicaux. Ils sont venus très nombreux. Alors j'ai eu un bref échange tout à l'heure avec le médiateur de la République, Elhadji Mohamed Saïd Fofana. Entretien bref mais très instructif, il faut le dire.
Il a bon espoir que l'accord final va être paraphé tout à l'heure. Des violences observées à Conakry depuis 48 heures. Il m'a dit, je le cite, nous ne sortirons de cette salle aujourd'hui qu'après avoir signé un accord définitif de sortie de crise. C'est en substance ce qu'il m'a dit. Maintenant, reste à préciser les termes de cet accord qui, pour l'instant, ne sont dévoilés à personne. C'est un secret qui va être gardé jusque dans la salle et mis sur table pour tout le monde. Voilà. Merci donc Alia Kamara. L'espoir est donc permis. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain. Notre unité, notre premier atout.